Donc dans un premier temps, je vais laisser aux intervenants se présenter. On va commencer dans l'ordre. Donc, Pascal Frottier, je suis installé à côté de Deauville et je fais de la pension de chevaux depuis 40 ans. Et depuis 9 ans, on héberge les chevaux dans un mode d'hébergement qui s'appelle l'écurie active. Voilà. Et on a un troupeau d'une 50aine de chevaux qui vit dans ce mode d'hébergement-là. Voilà. Avec un accès au pâturage sur 25 hectares. Bonjour à toutes et à tous, Franck Brochery, je suis chercheur au laboratoire Sport, Expertise et Performance de l'INSEP, spécialisé en physiologie de l'exercice. Et je participe également énormément à l'accompagnement scientifique à la performance qui vous a été présenté ce matin, notamment sur l'optimisation de la performance chez les athlètes humains. Et puis j'ai également depuis moins d'un an la tâche de représenter aussi l'INSEP au sein du conseil scientifique de l'IFCE. Bonjour à tous et à toutes, Agatha Jecken, je travaille à l'Institut français du cheval et de l'équitation au pôle développement, innovation, recherche sur les thématiques environnementales et plus particulièrement sur les atouts environnementaux des équidés, sur les émissions de gaz à effet de serre et les outils de quantification de ces émissions et plus récemment sur la question de l'eau. Bonjour, Didier Domergue, je suis co-responsable de la responsable de la démarche éco-responsable au Mondial du Lion. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Mondial du Lion, c'est-à-dire qui serait né hier, le Mondial du Lion est le championnat du monde des chevaux de 6 et 7 ans pour le concours complet et touche environ 45 000 personnes. C'est un événement qui a vu le jour il y a un peu moins de 40 ans. Le 40e anniversaire sera l'année prochaine. Bonjour à toutes et tous, donc je suis Nicolas Coulmy, je suis au sein de la direction technique nationale de la Fédération française de ski, directeur d'un pôle qui s'occupe de tout ce qui est développement des pratiques, formation et suivi scientifique des équipes de France de ski. L'équipe de France de ski, c'est 7 disciplines olympiques. Voilà, donc c'est ce qui concerne l'accompagnement scientifique, la recherche scientifique, mais il y a cette partie aussi développement des pratiques dont on parlera, je pense, un petit peu cet après-midi. Voilà, et nous avions voulu souhaiter associer un représentant de la filière ski, parce qu'effectivement, c'est très intéressant d'aller voir comment les autres filières qui sont aussi impactées par ce réchauffement climatique y font face, quelles sont les répercussions pour eux et comment ils font face. Ça permet d'ouvrir les esprits, de voir les opportunités, les leviers que l'on peut actionner. Donc, pour cette première partie, je vais passer la parole à Agatha Jecken pour qu'elle nous présente donc un peu les impacts et les conséquences de la filière du réchauffement climatique sur les activités équestres oui. et à l'inverse, les impacts des activités équestres sur le réchauffement climatique. Oui, tout à fait. Je voulais vous parler d'un outil qu'on a développé avec l'Institut de l'élevage depuis 3-4 ans maintenant, qui s'appelle CAP2ER, calcul automatisé des performances environnementales pour des exploitations responsables. Et on adapte cet outil qui, à la base, était développé pour les ruminants, pour les équins. C'est un outil multicritère dont l'un des objectifs est de quantifier les émissions de gaz à effet de serre des structures équines, pas que, parce qu'on s'intéresse aussi à l'acidification de l'air, l'eutrophisation du milieu, consommation d'énergie fossile, et aussi les contributions positives, le stockage de carbone, le maintien de la biodiversité, et pour les exploitations que ça concerne, la performance nourricière. Donc combien de personnes on nourrit grâce à notre exploitation. Je voulais parler de cet outil-là parce que c'est un des premiers qui va quantifier les émissions de gaz à effet de serre des exploitations équines en France. Il vient en complément d'autres outils qui existent mais qui sont plus d'un côté qualitatif. Nous, on est vraiment là pour quantifier, donc calculer et donner des données chiffrées. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, on entend beaucoup parler de réduction d'émissions, mais avant de réduire nos émissions, il faut déjà savoir combien on émet, et dès lors qu'on s'intéresse un peu à ces questions-là, il n'y a pas grand monde qui s'est intéressé aux analyses de cycle de vie de la filière équine. Donc j'avais préparé une petite diapo qui illustre un peu ça. Donc là, je parle vraiment de la contribution de la filière équine au changement climatique. Donc oui, c'est celui-là, c'est 2 petits graphiques.
On va parler d'émissions en termes de kilogrammes équivalent CO2. Donc très rapidement, juste pour vous expliquer les unités avant de parler des chiffres, on a justement cette unité particulière qui permet de mettre en commun les différents gaz à effet de serre qui existent, le méthane dont on entend beaucoup parler, le CO2, dioxyde de carbone on connaît aussi, et le protoxyde d'azote N2O, ça c'est vraiment très lié à la partie élevage des activités françaises. Et pour qu'on puisse mettre tous ces gaz à effet de serre ensemble, vu qu'ils n'ont pas le même pouvoir réchauffant dans l'atmosphère, on a une unité commune. D'où en fait l'unité kilogramme équivalent CO2. Et on a tout exprimé par UGB, unité gros bovin, c'est ça. Gros bétail, pardon, excuse-moi. À chaque fois, je me trompe. Tout simplement pour pouvoir mettre à la même unité différents types d'exploitation équine et surtout comparer aux autres filières agricoles. Cet outil, donc Cap2ER, a été testé sur une quarantaine de structures en 2021, grâce donc à de nombreux partenaires, notamment les chambres d'agriculture, le label EQRS, le réseau référence, etc. Et on a refait des analyses sur un plus grand échantillon en 2023 pour pouvoir comparer un peu ces émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone associé pour avoir une première idée finalement de combien émet la filière équine française aujourd'hui. Donc effectivement l'échantillon est assez petit, on aimerait déployer l'outil beaucoup plus largement par la suite, mais ça donne des premières idées. Et comme vous pouvez voir, donc c'est en orange clair à gauche, en 2021, il y a 2,5 tonnes qui sont émises par UGB, ce qui équivaut un peu moins, à 2 tonnes par tête équine émises par an pour une structure moyenne chez nous. En 2023, c'est un peu plus parce qu'effectivement, en 2021, l'échantillon était un peu biaisé vu qu'on avait pris des structures qui étaient déjà un peu sensibilisées à l'environnement, donc elles faisaient déjà des efforts. Et alors que en 2023, on avait un échantillon un peu plus hétérogène. Ce qu'il faut juste bien comprendre, qu'on est déjà à 2,5 tonnes par UGB, donc environ 2 tonnes par tête pour les équins. Si je compare ça aux émissions moyennes d'un Français aujourd'hui, on est entre 8 et 10 tonnes par habitant français d'émissions de gaz à effet de serre. Et pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici 2050, Hubert, c'est ça, 2050, il faudrait être à 2 tonnes par habitant. Donc en comptant toutes les activités qu'on a, le transport, les services publics, la nourriture, etc. Donc déjà, savoir qu'en moyenne, une tête équine émet déjà 2 tonnes équivalent CO2, ça permet un peu de comprendre l'objectif de réduction de la filière équine. Il n'empêche que la filière équine contribue donc aussi à l'atténuation du changement climatique dans le sens où elle stocke du carbone via les prairies. Donc on calcule aussi ça en fonction de diverses références, avec les prairies et les haies qui sont implantées. Et comme vous pouvez le voir, parfois on compense à 100%, parfois à 200% selon le type de structure, et parfois on ne compense pas du tout. Donc là, effectivement, il y a des travaux à réaliser pour améliorer ça. Très rapidement, sur le graphique de droite, vous avez différents postes d'émission. Donc effectivement, on sait ce qu'on émet au global, mais qu'est-ce qui émet le plus sur une année pour un cheval? Est-ce que c'est la fermentation entérique? Ça, c'est la digestion finalement de l'herbe. Comme les vaches, finalement, les chevaux émettent du méthane, mais beaucoup moins. Mais il n'empêche que c'est entre 25 et 30% des émissions totales. Ce qui émet le plus, finalement, vous pouvez le voir sur le graphique, au milieu, c'est les achats, la paille, les céréales et les fourrages. Sur le graphique de droite, on voit les transports. Donc c'est le orange clair à droite à 30%, et tout ce qui est bleu en haut du graphique, 27, 9, 12%, c'est les achats. On va parler des leviers plus tard, mais déjà, ça nous donne des premiers éléments de réponse sur les leviers à apporter, ou du moins où il va falloir déployer nos efforts pour réduire ces émissions. Et je vais peut-être passer la parole à quelqu'un d'autre. Oui, il y a une question, je ne sais pas. Je vous propose de passer à quelques questions de compréhension pour le moment, et les questions qui seront d'ordre plus global, on les fera quand l'ensemble des intervenants auront participé. Oui, Étienne Verrier, AgroParisTech et conseil scientifique de l'IFCE. Juste, vous avez fait la comparaison avec les humains. Est-ce que vous pouvez faire la comparaison aussi avec les bovins ou les ruminants? Parce que dans les grands médias, ceux qui sont pointés du doigt, c'est les ruminants. Et je pense que ça peut être intéressant. Ce qui est intéressant, en fait, on peut se rendre compte qu'on est vraiment... c'est difficile de comparer dans le sens où les ruminants vont tout exprimer par litre de lait ou par kilogramme de viande vive. Et très difficilement par UGB en tant que tel.
ce que vous retrouverez dans la littérature. Effectivement, pour le moment, on travaille pour avoir ces données-là, pour pouvoir comparer réellement. Donc je ne pourrais pas vous sortir les chiffres tels quels. Il faut juste savoir que la part de la fermentation entérique chez les bovins est beaucoup, beaucoup plus grande, d'où en fait tous les efforts qui sont déployés là-dessus. Là où nous, en équin, il va falloir qu'on se concentre sur les achats et sur le transport, ce qui est quelque chose de nouveau dans ce cadre-là agricole. Est-ce qu'il y a d'autres questions de compréhension dans la salle? Oui. Éric Leclerc, IFCE. Agatha, j'ai peut-être pas été suffisamment attentif. L'idée, on voit qu'il y a des différences entre 2021 et 2023, même si 2023, ce sont des résultats préliminaires. Qu'est-ce que ça indique ? Ça indique surtout qu'effectivement, l'échantillon qu'on choisit pour faire la collecte de données est important. Parce qu'effectivement, si on prend que le top du panier, effectivement, on aura des résultats très encourageants. Et aussi, la manière dont sont collectées les données. Donc, effectivement, je ne l'ai pas expliqué, mais en 2021, c'était dans le cadre du projet. On est venu sur place exprès pour faire des CAP 2ER. Donc, la collecte de données a été bien cadrée, etc. Là où en 2023, on se base sur le réseau référence, qui lui-même a déjà collecté des données. Et là, on a dû faire un travail d'adaptation de ces données-là qui étaient déjà collectées en amont pour le faire entrer dans CAP 2ER. Donc il y a en fait une étape en plus qui a été réalisée et peut-être ici, il y a une nuance à apporter. Mais donc c'est des résultats préliminaires et tu as bien fait de le souligner et ils seront précisés par la suite. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole à Franck Brochery. Alors pour ma part, je vais vous apporter quelques éléments de l'impact de la chaleur au niveau physiologique. Vous constatez tous, même si la période qu'on vit actuellement n'est pas forcément significative d'un changement climatique, ce changement climatique rend lieu à des périodes caniculaires de plus en plus importantes. Et vous le vivez tous l'été, c'est extrêmement difficile, surtout les premiers jours, d'y faire face. Et donc, chez l'humain, on sait très bien qu'il faut donc gérer cette thermorégulation pour éviter d'être hyperthermique, donc d'avoir une augmentation de la température centrale. Et comme vous le voyez sur les images, sur certaines des images, vous voyez des réponses directes à l'effet d'un exercice ou même d'une exposition passive. Donc pour éliminer en fait ce surplus de température centrale, il faut l'évacuer du corps. Et vous le voyez avec cette évaporation de la sueur, c'est le principal mécanisme. Et que ce soit pour l'humain ou tout mammifère. Et le cheval, c'est la même chose. Donc chez l'homme, on sait très bien que cet impact est néfaste lorsque vous faites de l'exercice. On a vraiment un effet négatif qui est dépendant de l'exercice, de la durée d'activité, mais aussi de son intensité. Et chez le cheval, on peut imaginer que ce soit la même chose. Il y a un facteur très important chez le cheval, donc je suis loin d'être spécialiste, mais l'effet est certainement plus important pour deux raisons. La première, c'est qu'il a une masse musculaire beaucoup plus importante que l'humain, donc une génération d'énergie qui est plus importante. Et la deuxième, c'est justement le ratio entre la surface de son corps et son poids impacte de façon plus importante encore la thermorégulation et l'effet avec l'environnement extérieur. Donc, je ne l'ai pas inventé, il y a déjà des études qui ont comparé les réponses entre l'homme et le cheval et on se rend bien compte que les effets sont encore plus délétères chez le cheval. Alors ça, c'est en termes de physiologie et évidemment sur l'athlète sain ou le cheval sain. Et on peut imaginer, on le sait chez l'homme, que chez le cheval, la réponse chez un cheval pathologique qui soit en surpoids ou obèse ou qui présente des symptômes comme l'anhydrose, donc la perte l'incapacité à transpirer, à suer, va impacter de façon encore plus importante la réponse en conditions chaudes extrêmes. Un autre point important, c'est des choses qu'on pourra évoquer plus tard, c'est qu'on a d'autres effets aussi, notamment par exemple la spermatogenèse. On sait maintenant chez l'humain que l'effet de la chaleur va certainement nuire à la reproduction de l'homme. On a aussi des effets sur la grossesse chez l'homme, chez la femme, pardon, mais chez l'humain. Et donc avec des naissances prématurées ou alors des anormalités à la naissance. Donc on peut estimer que les problèmes soient les mêmes chez le cheval.
Et dernier point, le réchauffement climatique participe aussi au développement de certaines maladies vectorielles, avec prolifération de bactéries qui peuvent également toucher le cheval. Donc c'est un ensemble en fait d'effets consécutifs à l'augmentation de la chaleur qui va impacter l'activité, en tout cas équine, dans le futur, et qui ne fera que s'amplifier, je pense, avec le changement climatique. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi, j'en avais une. Dans un rapport du WWF sur le sport et le réchauffement climatique, ils évoquaient la température de 32 degrés comme une température à partir de laquelle il y avait des répercussions. Est-ce que c'est, comment on l'explique, ce seuil de 32 degrés? Est-ce que c'est mesuré? Qu'est-ce que vous pouvez vous en dire en tant que scientifique? Alors, je ne l'ai pas mentionné justement parce que j'ai lu le rapport et je ne l'ai pas mentionné parce que c'est difficile d'y répondre. En fait, un environnement tempéré, chez le cheval, c'est 15 à 25 degrés. Il a une réponse en termes de thermorégulation qui est à peu près équivalente à l'humain, si je ne veux pas dire de bêtises. Et nous, chez l'humain, on sait que la température critique, température centrale, non pas ambiante, est de 38,5 degrés, 39 degrés. En sachant que chez l'humain, des athlètes bien entraînés, en fait, sont partiellement acclimatés à la chaleur et peuvent tolérer des températures qui vont jusqu'au-delà de 41 degrés. C'est la même chose chez le cheval. Il y a déjà eu des mesures de ce type de température qui ont été réalisées. Donc, pour répondre à la question, quel environnement ambiant pourrait être critique? Chez l'humain, on parle de 35 degrés pour une condition chaude. Mais c'est, comme je l'ai dit, tributaire en fait de l'intensité, de la durée d'exercice. On peut être hyperthermique en conditions tempérées. Donc le cheval peut être hyperthermique en conditions tempérées également. Donc cette valeur seuil de température ambiante, elle n'est pas tout à fait correcte. Il vaut mieux s'appuyer sur des mesures de température. Et donc je continue, je fais bref. Ça a été évoqué ce matin, il y a différents outils qui permettent de mesurer la température. Donc sur le cheval, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser une caméra thermique. Mais le gold standard, que ce soit l'humain ou le cheval, c'est la température rectale qui fait preuve encore à l'heure actuelle. Mais vous imaginez les contraintes pour la mesurer sur le cheval ou même sur l'humain. Voilà. Merci. Donc je vais passer la parole à Nick. Pardon, il y a une question que j'avais. Excusez. Il y a même deux questions. Excusez-moi. Est-ce qu'on voit des différences du coup entre les chevaux qui ont l'habitude des températures plus extrêmes? Je pense par exemple aux courses d'endurance qui ont lieu dans les pays du Moyen-Orient où il fait très chaud et où les chevaux ont l'habitude, et les chevaux qui ont l'habitude de températures plus tempérées. Enfin, je pense aussi à Tokyo par exemple où apparemment il faisait très très chaud et les chevaux n'avaient pas forcément l'habitude, mais d'autres doivent avoir l'habitude. J'imagine que oui, ça fait partie de la deuxième partie de notre présentation, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas évoqué, mais effectivement j'anticipe un peu, je spoil, et il y a des possibilités de s'acclimater. C'est une bonne nouvelle, à la fois pour l'humain et l'animal. Et les Akalteke. Ma question était dans le même sens. Vous avez la réponse. Donc je vais passer la parole à Nicolas Coulmy qui va nous ouvrir les horizons d'un autre secteur. Donc oui, je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez bien, le ski, j'imagine. Mais donc si on peut montrer les diapos, juste vous proposer 3 graphiques qu'on peut lire de loin, même si vous ne voyez pas le détail, c'est pas très grave. En fait, il y a 2 graphiques qui ont des courbes descendantes et un graphique qui a une courbe montante. Les graphiques, c'est celui qui est en haut à gauche, qui a une courbe descendante. Donc c'est l'évolution du nombre de skieurs en France, en sachant que la France est le 2e pays où on vient faire du ski. Le premier, c'est les États-Unis, la France, c'est le 2e, avec 34 millions de ce qu'on a. Alors l'unité pour nous, c'est journée skieur, 34 millions de journées skieurs. Et c'est en pente descendante, c'est-à-dire qu'on a beau être le 2e pays, en fait, on s'aperçoit, vous voyez sur la dernière partie de cette courbe,
en colonne, on voit qu'il y a quand même une régression. Alors cette régression, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le climat. C'est-à-dire qu'en effet, l'accès à la pratique est moins facile. On va en parler un peu plus précisément. Alors il y a d'autres facteurs. Il y a le facteur où on s'aperçoit que sociologiquement, la génération de baby-boomers pratiquent moins le ski. Et puis il y a, à l'inverse, il y a aussi les très jeunes, donc plutôt les classes de neige. En fait, il n'y a plus de classes de neige, il n'y a plus de colonies en vacances, enfin beaucoup moins qu'il y a 20-30 ans. Et que ça fait partie des explications. Ça, c'est le grand public. Ce sont des skieurs. Alors en France, il y a 8,5 millions skieurs en France. Nous, à la Fédération française de ski, parce que moi, je parle là au nom de la Fédération française de ski, en tout cas pour la Fédération française de ski, eh bien, 8,5 millions de skieurs, on n'a plus que 95 000 licenciés. On avait 1 million de licenciés dans les années 80. Alors il y a un petit artifice, c'est qu'on vendait une assurance, une licence, on confondait une assurance et une assurance, ce qui est interdit. On a été condamné au franc symbolique à l'époque. C'est un produit commercial. Donc ça a fait baisser cette première partie de la courbe, mais le reste de la baisse est dû à d'autres effets. Alors il y a des effets sociologiques là encore. En fait, si on analyse un peu plus cette courbe, en fait, c'est la courbe qui est en bas à gauche. En fait, il y a 3 courbes, il n'y en a pas qu'une. Il y a la courbe totale des licenciés, puis il y a la courbe des licences loisirs et la courbe des licences compétiteurs que vous voyez près de l'abscisse. C'est-à-dire, on ne voyait presque pas, parce que les compétiteurs dirigeants, ça n'a jamais été un souci. C'est stable depuis des décennies, c'est pas trop le problème. C'est la courbe des loisirs, en fait, qui descend. Et qui est venue de manière historique à se croiser là, assez récemment. Donc, c'est bien une pratique loisir qui pose problème, même si la pratique compétitive pose un vrai problème. La photo que vous voyez, c'est ce que vous pouvez voir l'hiver si vous regardez la télé, des courses, des compétitions de Coupe du Monde, de ski de fond, mais même de ski alpin, où les sites sont de plus en plus enneigés de manière artificielle. Alors, le mot artificiel, mes collègues ne seraient pas contents que je l'emploie, parce qu'on a des éléments de langage, mais je suis prêt à ne pas rentrer dans ce cadre-là, moi, parce que je pense qu'il c'est bien de dire les choses correctement. On a tendance à ne pas parler de neige artificielle, mais de neige de culture, parce qu'en effet, culture, ça fait plus agricole, ça fait plus naturel, mais c'est bien de la neige artificielle, parce que la rencontre du froid, de l'eau, eh bien, ça se fait pas. Il faut de l'énergie aussi, ça se fait pas de manière naturelle. De la même manière qu'on ne parle pas de canon à neige, mais on parle d'enneigeur, parce que ça fait moins guerrier, etc. Mais en fait, la réalité, c'est c'est bien des canons à neige. Et donc, on a cette baisse de licenciés. Alors, on va voir, on reviendra, je pense, là-dessus après, de quels sont les facteurs sur lesquels on peut jouer, quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer pour essayer de faire remonter cette courbe de licenciés. Et puis, évidemment, et ça va avec, puisqu'on parle du climat, c'est la courbe en bas à droite, où on voit l'évolution de la température. Depuis plus de 100 ans. Et ce changement en termes de température est plus important dans les Alpes, comme vous le savez, est plus important en Arctique ou en Antarctique. Et bien c'est pareil en haute montagne, en fait. C'est les autres extrêmes de notre globe. La moyenne sur ces 100 ans est autour de 2 degrés, avec une accélération depuis 2016. Et donc, les habitants de montagne dont je fais partie voient ça dans leur quotidien. C'est-à-dire qu'alors bien sûr, vous en avez bien entendu parler, la fonte des glaciers, mais 1 degré, c'est déjà de la neige l'hiver qui remonte de près de 200 mètres d'altitude déjà. Donc cet hiver, c'était un très bon exemple, c'est justement un exemple particulier. Cet hiver, il y a eu beaucoup de neige, mais en haut, c'est-à-dire au-dessus de 2000 mètres. Il n'y avait quasiment pas de neige, pour ceux qui sont allés en vacances, vous l'avez vu, en dessous de 2000 mètres. Enfin, il y en avait, mais pas énormément. Et donc, il y a un rapport de la Cour des comptes qui a fait beaucoup de bruit, parce qu'il ne plaît pas au secteur économique du ski, qui est sorti en février dernier, qui a mis en avant des scores de vulnérabilité, c'est-à-dire quelles sont les stations qui vont demeurer encore en 2050. En sachant que plus 2 degrés de réchauffement jusqu'à 2050, ça correspondra à 53% de stations qui ne pourront plus fonctionner. Si c'est un réchauffement de 4 degrés, ça sera 98% des stations en France qui ne pourront plus fonctionner. Je parle de stations de ski, évidemment. Donc il y a des modélisations, il y a un modèle qui a été... alors je fais partie aussi du Conseil supérieur de la météorologie. Il y a un modèle qui s'appelle ClimSnow, qui a été développé par Météo France, notamment, pas que, avec des partenaires, et qui nous permet d'avoir des prévisions jusqu'à 2050. Alors, vous avez entendu parler qu'il y allait avoir des jeux en 2030 en France.
Donc on peut quand même se poser la question de ce que ça va impliquer. Ça sous-entend que les stations ont énormément investi dans des canons à neige. Mais bon, la question qui reste posée, c'est est-ce que c'est bien d'investir dans des canons à neige? Alors je ne rentre pas trop dans le détail, mais le modèle de fonctionnement des stations en France est très particulier. C'est que ça dépend, on a une loi, la loi montagne depuis 1985, qui fait qu'en fait c'est géré par les communes. Alors certes, c'est des secteurs privés qui peuvent être mis en délégation, hein, mais donc l'implication publique est très très importante. Donc en gros, on peut très bien. La problématique, c'est faut-il investir beaucoup dans ces canons à neige pour reculer un peu, parce que c'est vrai que les canons à neige, ça va permettre de reculer quand même la fermeture de ces stations. Mais après, c'est le secteur. Une fois que le secteur privé sera parti, le secteur public va se retrouver avec des investissements qui seront plus utiles, et ça c'est un vrai problème. Alors nous, Fédération de ski, on n'est pas dans ce monde-là, mais on dépend, parce que la particularité du ski, de la Fédération de ski, c'est qu'on ne contrôle pas nos secteurs de pratique. Les pistes ne nous appartiennent pas, etc. On paye nos forfaits, hein, on paye nos forfaits comme presque n'importe quel pratiquant loisir. Et donc on est très dépendant de ce secteur économique malgré tout. Voilà, donc je ne vais pas plus loin, ça donne juste le contexte général, mais c'est vrai qu'il y a quelques leviers potentiels. Est-ce qu'on s'adapte ou pas? Pour l'instant, j'ai plutôt envie de dire non, on ne s'adapte pas. Pour l'instant, on est encore en train d'observer ce qui se passe, et que c'est peut-être pour ça que la Cour des comptes a été un peu sévère contre les stations de ski, mais même nous, en autocritique sur la Fédération française de ski, je pense qu'il va falloir qu'en effet, on ait des leviers plus puissants que ce qu'on active jusqu'à présent. Merci. Oui, des questions? Micro. Oui, j'avais une question par rapport à la conversion des stations. Est-ce que c'est envisagé pour tous ces... Parce que vous parliez de 53% des stations qui seraient amenées à disparaître d'ici 2050, c'est ça? S'il y a augmentation de 2 degrés. Ouais. Est-ce que ces stations envisagent éventuellement une reconversion vers une saison, une inversion des saisonnalités finalement? C'est ce que le rapport de la Cour des comptes préconise, justement. C'est ce qu'on appelle le 4 saisons, c'est-à-dire une diversification des pratiques. C'est vraiment le... Alors, elle a déjà commencé dans certaines stations, en effet, hein, dans le Jura, enfin voilà, dans le Doubs, en tout cas, il y a Métabier. Hein, oui, j'y ai travaillé, c'est pour ça que j'y pensais. Donc Métabier est la station qu'on prend souvent en référence, parce que l'ancien maire... Très belle reconversion d'ailleurs. Pardon? Très belle reconversion. Avec une belle conversion. C'est pour ça que je dis c'est un modèle, c'est-à-dire que... Enfin, le problème, c'est que c'est un modèle de moyenne montagne, et que je ne suis pas sûr que ce modèle-là puisse être une recette. Par contre... c'est quand même, il y a un faisceau d'indices qui montre que, parce que c'est quand même pas la seule, que cette reconversion est possible. Par contre, ce qu'il faut être sûr, il faut être conscient que rien économiquement ne remplacera le ski dans le futur. C'est-à-dire que le ski, ça a été l'or blanc, hein, vous connaissez cette expression. Rien économiquement ne remplacera le ski. Donc il faut accepter d'avoir une économie qui va descendre quand même. Voilà. Et est-ce que vous, dans votre discipline, vous avez d'autres, du ski, on a vu des gens qui s'entraînaient sur des skis avec des rollers, des choses comme ça, un développement d'une discipline différente. Bon, on en parlera peut-être après, mais oui, ça fait partie des leviers qu'on peut activer. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les impacts, sur les analyses de la situation? Ça va être très rapide parce qu'en fait ça rejoignait un petit peu, mais déjà juste merci pour votre honnêteté, parce que c'est pas souvent d'entendre quelqu'un qui dit c'est bien des canons à neige et on fait bien de la neige artificielle. Et la question, j'imagine qu'on y reviendra après, mais c'est dans l'avenir, en fait, le ski en lui-même, on sait qu'il y a un impact écologique quand même qui est assez fort de ce sport-là, en fait. Est-ce qu'à un moment, vous vous posez la question de... en fait, il y a sûrement un jour où on pourra tout simplement plus skier, en fait. Clairement, voilà. Est-ce que c'est une question qui est sur la table et comment vous l'envisagez, en fait? On en reparlera dans les leviers, dans la deuxième partie, quand on avait prévu de le faire. Et si on oublie d'en parler, n'hésitez pas à reposer la question. Sur l'honnêteté, juste un point qui me semble, alors peut-être idéologique, mais moi je suis fonctionnaire. Je suis fonctionnaire du ministère des Sports. Ça me semble très important que les fonctionnaires ne tombent pas dans ces pièges-là, d'avoir des éléments de langage. Voilà, on est dans l'honnêteté et c'est notre devoir. Merci. Pascal Frottier, donc en tant que gérant d'une écurie active.
Oui, alors nous, au niveau de notre structure, on a pris conscience des problématiques et on est confronté à ces problématiques-là. Et effectivement, on est en droit de se poser des questions sur l'avenir de notre profession, parce que à partir du moment où on est dans un monde fini au niveau des ressources, il y aura des choix qui seront pris sur la priorisation des usages pour tout ce qui nous permet de nous déplacer, etc. Et est-ce qu'une activité de loisir sera mise dans les priorités? Je ne le pense pas, mais ça c'est un avenir lointain, mais malgré tout je pense que l'honnêteté nous oblige à dire que c'est quelque chose qui nous pend au bout du nez. Maintenant il y a moyen de travailler sur nos façons d'améliorer nos façons de faire, et l'idée c'est d'arriver à en discuter tous ensemble et à trouver des solutions pour améliorer nos pratiques. Nous, notre démarche a évolué au fur et à mesure de notre carrière professionnelle. Et tout à l'heure, on évoquera peut-être les choses qu'on a pu mettre en place pour arriver à ça. Merci. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Oui. Merci. Du coup, tout à l'heure, vous avez parlé un peu de l'effectif. Chez vous, vous êtes sur combien de chevaux, sur quelle surface d'écurie active? Alors, l'écurie active proprement dite, le site où sont installés les chevaux en période hivernale, fait 11 600 m², donc les chevaux bénéficient en gros de 250 m² chacun. Et à la maison, on a la chance de pouvoir leur faire bénéficier d'herbes parce que la propriété fait 25 hectares. Et donc pour des herbivores, c'est quand même mieux. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est une cinquantaine de chevaux sur 11 600 m² d'écurie active. Alors si on évoque ça, on peut... effectivement, il y a un impact parce qu'on a stabilisé les sols et donc on essaye, quand on installe ce genre de structure, d'utiliser des matériaux qui font qu'on est dans un bon rapport entre l'imperméabilisation du sol, la limitation du ruissellement des eaux, etc., la production de microplastiques par l'usure de ces sols synthétiques, etc. On a aussi l'avantage malgré tout, c'est qu'on réutilise des matériaux qui sont du recyclage, donc ça a un intérêt malgré tout. Rien n'est parfait. L'idée, c'est de trouver le meilleur compromis et en fonction de l'endroit où on se situe et de l'objectif qu'on veut atteindre. Oui, puis en termes de gestion de prairie, de toute façon, il y a un moment quand on a des chevaux qu'on doit laisser, enfin en période hivernale, on est bien obligé de parquer nos chevaux quelque part. C'est effectivement, comme vous dites, le compromis à trouver entre le fait que du coup vous allez préserver les hectares de prairie qui sont à côté, sur lesquels les chevaux n'ont accès qu'en période de pâturage, voilà, et qui du coup vont rester résilients et être préservés, et cette partie de sol qui de toute façon, à un certain moment, même si elle n'était pas stabilisée, finirait complètement tassée, et en fait, voilà, donc effectivement... Tout à fait. Oui, typiquement à la maison, le fait d'avoir ces 11 600 m² stabilisés sur lesquels sont installés les chevaux l'hiver, ça nous aurait permis de récupérer 6 hectares d'herbe dès le printemps, hein, avec des herbages qui ne sont pas du tout usés l'hiver par le pâturage hivernal qui nous emmène vraiment vers du surpâturage après, et une perte en biodiversité, etc. Et donc effectivement, cette pratique-là a vraiment un intérêt au niveau de la biodiversité, au niveau de la préservation des sols, et je pense qu'il y a une réflexion à mener là-dessus, oui, tout à fait. Donc merci. Donc je vais passer la parole, il n'y a plus de questions dans la salle, non, je vais passer la parole à Didier Domer pour le Lion d'Angers. Alors le Mondial du Lion. Oui, alors, les organisateurs du Mondial du Lion ont pris assez rapidement conscience du fait que l'événement a un impact environnemental non négligeable. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le Mondial du Lion concerne un public d'environ 45 000 personnes. Quand je dis public, ce ne sont pas 45 000 spectateurs, c'est une addition de différents publics, c'est-à-dire les spectateurs, des exposants, une centaine d'exposants, 300 bénévoles et plus de 100 chevaux qui viennent de l'Europe entière, entourés d'un staff, parce que quand on déplace un cheval, on déplace environ 4 à 6 personnes.
Donc les responsables prennent conscience de cette situation et l'IFCE les aide à évaluer cette préoccupation. L'IFCE mène une étude d'impact environnemental de l'événement en 2018 sur des données 2018 et cette étude révèle notamment que le mondial du Lion émet 2000 tonnes de gaz à effet de serre, émet une douzaine de tonnes de déchets. En termes de déplacement, le mondial génère 15 millions de déplacements sur 15 millions de kilomètres, etc., etc. Donc, sur la base de cette étude, il a été décidé clairement de se lancer dans une démarche éco-responsable. Dans un premier temps, on s'est fixé des objectifs et on s'est dit que, quitte à se lancer dans une démarche un petit peu ambitieuse, il fallait balayer un peu large. Et donc, nous sommes fixés 3 objectifs. Le premier, c'est de contenir l'impact environnemental de l'événement. Le deuxième, c'est de sensibiliser les différents publics qui fréquentent la manifestation à la nécessité donc de mener une telle démarche, enfin, et de se comporter conformément à cette démarche. Et le troisième objectif, c'était de placer le mondial du Lion comme un exemple, en toute humilité, bien évidemment, comme un exemple dans la filière équestre, un exemple d'événement qui pourrait donc servir pour les autres événements équestres. Donc voilà les 3 objectifs que nous sommes fixés. La démarche éco-responsable pouvant correspondre à un vaste programme, il fallait que nous structurions et notre réflexion et l'opérationnalité de cette démarche, et nous avons décidé d'adopter celle qui nous est offerte par le label Écuresse. Alors pour ceux qui étaient dans la salle ce matin, vous en avez un peu entendu parler à propos du bien-être au travail. Ici, je vous parle moi du label Écuresse qui est associé aux événements équestres. Donc nous avons adopté cette démarche qui se dévoile sous 9 thèmes. Donc le label traite de 9 thèmes, alimentation, je ne vous les cite pas tous, je donne des exemples. Il y a ceux qui concernent l'alimentation du cheval, les consommations d'énergie, la restauration, l'accueil des différentes personnes, etc. Donc il y a 9 thèmes et 130 critères. Je crois que c'est toujours 130. 130 critères donc, qui évaluent ces 9 thèmes. Et donc le label Écuresse, alors je le dis tout de suite, dont nous nous portons extrêmement bien. En 2023, c'était la 5e année que nous pratiquions le label, nous a permis complètement de structurer notre action, nous livrer en quelque sorte le programme de nos actions. Donc nous y sommes tenus, encore une fois. Alors la première fois c'était en 1999 et donc la dernière c'était en 2023. Nous avons suivi le déroulement du label qui permet de changer de catégorie. Donc il y a une catégorie de départ qui en quelque sorte constitue le point 0 et qui s'appelle engagement. Il y a une autre étape qui s'appelle progression et il y a une étape qui s'appelle excellent. Et donc notre ambition, évidemment, c'était d'atteindre cette dernière étape, ce que nous avons fait en 2023. Donc voilà, ce sur quoi je veux insister, ou du moins mettre en évidence, là, c'est de dire que quand on se lance dans une démarche éco-responsable, il est complètement impératif de bien structurer la réflexion et l'action, parce qu'on peut très facilement partir tous azimuts aux dépens donc de l'efficacité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Quelles décisions avez-vous prises et comment avez-vous pu faire évoluer les choses? Oui. Alors,
J'en ai pas parlé parce que ça, c'est révéler les actions que nous avons mis en œuvre, et les actions que nous mettons en œuvre, c'est le deuxième volet de notre intervention. Le premier volet, c'était l'impact, enfin, voilà, évoquer l'impact, et le deuxième volet, c'est sur la base de cet impact, quelles actions mettons-nous en œuvre pour corriger la situation, et nous y arrivons. Voilà. Je l'espère. Nous avons voulu structurer un peu la table ronde en faisant une partie impact, état des lieux, mais je comprends que ce puisse être frustrant pour vous de ne pas avoir les solutions tout de suite. Et du coup, donc, il y a une autre question? Alors, en préparant la table ronde, on a regardé un résultat qui nous a paru intéressant à regarder pour donner un ordre de grandeur. Il est sorti il y a quelques semaines, une étude de The Shift Project, qui est un think tank qui travaille sur le dérèglement climatique et l'adaptation de la France à ce dérèglement climatique. Il a fait une étude sur les grands stades de foot et de rugby pour essayer d'évaluer quelles sont les émissions d'un stade. Et donc, pour une émission d'un très grand stade qui accueille 50 000 personnes dans des manifestations donc, de niveau international, l'émission pour un match, c'est de 320 tonnes de CO2, dont les déplacements représentent 60 à 65%. Pour le Lyon d'Angers, l'estimation de l'impact des seuls déplacements, c'est 2000 tonnes. Donc ça montre un peu l'importance des impacts d'une manifestation équestre. Alors ça s'explique, hein, les déplacements, on compare des épreuves où les équipes viennent, il y a une seule équipe qui peut venir dans un transport collectif, à des épreuves individuelles, mais ça permet, nous avons trouvé ça intéressant, ça permet de positionner l'impact un peu d'une manifestation sur et comparer les manifestations équestres par rapport à d'autres manifestations. Et le ratio importance des transports, on le retrouve dans beaucoup de sports. L'impact des déplacements sur les manifestations sportives, on retrouve souvent cet ordre de grandeur, 75-80% de l'impact qui est dû au transport. Est-ce qu'il y a des questions? Alors on va passer à la deuxième partie de notre table ronde, et en se disant « et maintenant ?» Alors pour introduire, il y a une étude du Centre de droit d'économie du sport de Limoges qui a été publiée en mai 2022, qui était une étude prospective sur la place et le rôle du sport à l'horizon 2035. Et l'enjeu du dérèglement climatique, l'enjeu environnemental, était un des enjeux majeurs soulevés. Et une des personnes interviewées a exprimé une phrase qui est un peu provocatrice, je dois le reconnaître, mais que j'aime bien. Il disait « Si l'enjeu climatique prime, alors toutes les formes de loisirs doivent être au minimum interrogées et repensées, voire, dans une version extrême, supprimées. » Bien évidemment, on ne souhaite pas qu'on arrive à cette version extrême, donc on va passer la parole à nos intervenants pour qu'ils nous montrent quels sont les leviers, chacun dans leur domaine, il est possible d'actionner pour s'adapter et pour atténuer. Donc on va reprendre le même ordre des intervenants. Donc Agatha, je te laisse la parole. Oui, merci. Je vais peut-être en remettre une couche parce que ça a été dit, mais effectivement, le changement climatique, moi je parle beaucoup de gaz à effet de serre, quantification carbone, bilan carbone, etc. Mais finalement, l'environnement, c'est pas que les gaz à effet de serre. On en entend beaucoup parler. Il ne faut pas oublier tout ce qui est effectivement biodiversité, ressources en global, ressources finies, renouvelables, etc. Il y a beaucoup d'autres thématiques qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas uniquement se concentrer sur ces résultats-là, mais faire un compromis entre le tout pour que l'ensemble soit durable. Ça, c'est dit. Ensuite, les leviers, ce que je vais dire aujourd'hui se base vraiment sur l'optique de ce projet R&D qui a été Cap2ER. Donc, je vais vous expliquer un peu comment on a calculé les choses et quels sont les leviers potentiels à mettre en place. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on devrait, dans un futur plus ou moins proche, simuler ces leviers, voir comment les appliquer sur le terrain et quelles sont les vraies réductions d'émissions possibles selon le type de levier.
Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire que passer d'une ration avec beaucoup de concentré à une ration 100% fourrage, ça fait X% de réduction. Je ne peux pas vous l'avancer aujourd'hui, mais effectivement, c'est un des leviers qui pourrait être intéressant. Peut-être rapidement, je vais reprendre peut-être les postes d'émission les plus importants et vous proposer les leviers qui seraient intéressants d'étudier. Vous me direz ce que vous en pensez, les limites, etc. Donc, je vais rejoindre aussi, avant d'expliquer les postes d'émission, ce qui a été dit sur le mondial du Lion avec l'histoire des déplacements. C'est intéressant parce que dans notre méthodologie Cap2ER, on prend l'exploitation équine sur une année dans son fonctionnement routinier, sans événements particuliers, etc. On prend ce qui se passe sur le troupeau équin, les déplacements qu'il fait en routine, les aliments qu'il achète, les aliments qu'il produit. Mais effectivement, dès lors qu'il y a un événement un peu particulier ou des clients qui viennent, ça sort de notre cadre. Effectivement, ça c'est un cadre très typiquement agricole et on a tenté d'adapter l'outil à ce cadre-là. Donc on n'a pas pris en compte l'impact des clients qui viennent sur l'exploitation pour faire de l'équitation. Si on héberge des concours à titre exceptionnel, etc. Parce qu'effectivement, on voulait donner des leviers que le gérant peut mettre en place, parce qu'il nous semblait un peu illusoire de dire au gérant de lui-même imposer à ses clients de venir en vélo, parce que son poste de transport était assez et pourrait être important. Donc on s'était dit, on se base sur le cadre de sa gestion du troupeau, gestion des surfaces, gestion des intrants, etc. On va commencer par le bas, par la fermentation entérique, donc la digestion des animaux. On en a parlé tout à l'heure sur les bovins. Les bovins s'intéressent beaucoup à tout ce qui est additifs alimentaires, gestion de la ration, etc. pour diminuer ce poste-là. Ils s'y intéressent beaucoup parce que le méthane est particulier, dans le sens où il réchauffe plus l'atmosphère que le CO2, entre 25 et 30 fois plus selon la méthodologie suivie. Donc 1 kg de méthane équivaut à 25 kg de CO2. Donc il est d'autant plus intéressant de diminuer ces émissions de méthane parce qu'on pourrait avoir des réductions d'émissions assez intéressantes. Et surtout, il reste dans l'atmosphère pendant 10 ans, il me semble, là où le CO2 reste 100 ans. Voilà, donc si on baisse nos émissions de méthane maintenant, on aura des effets déjà très vite, à court terme, au contraire du CO2 où on aura un laps de temps plus long. Pour les équins, qu'est-ce qui se passe? Un cheval va émettre à peu près 5 fois moins de méthane qu'une vache laitière haute performance. Donc c'est déjà très bien, mais il n'empêche qu'il en émet quand même. Parce que c'est un herbivore, il digère l'herbe, donc forcément c'est un poste qui est là, qui existe. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'études qui s'intéressent à la baisse de ces émissions-là pour les équins. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire s'il faut rajouter des additifs ou pas sur la ration, ou du moins il n'y a pas assez d'études pour pouvoir donner des leviers sur ce poste-là. En ce qui concerne le carburant et l'électricité, là c'est toutes les recommandations qui sont faites, c'est ce que vous entendez aussi dans vos gestes quotidiens. Si vous avez besoin de faire un transport, est-ce qu'il est essentiel ou pas, covoituré ou pas, effectivement le mieux c'est de ne pas consommer du tout de carburant, effectivement dans le meilleur du monde, et dès lors qu'il faut le consommer parce que c'est pour l'activité, etc., essayer d'optimiser les déplacements. Dans ce poste-là, il y a tout ce qui est donc déplacement, camion, etc., et tout ce qui est tracteur aussi. On a calculé effectivement en fonction de la consommation totale de gasoil non routier, de fuel, etc. Et pour les intrants, je voulais vous faire la remarque que, contrairement à une idée reçue, la part de transport des aliments qu'on achète n'est pas très grande par rapport à la part de sa production. Donc ce qui émet vraiment beaucoup dans la part des aliments qu'on achète, et ça c'est vrai aussi dans vos achats quotidiens, c'est vraiment comment le produit alimentaire a été produit, donc entre la récolte, la mise en emballage, etc. Pour les chevaux c'est pareil, donc effectivement ce qui est intéressant là, donc dans acheter local, c'est pas tant l'impact carbone que tous les autres sur le territoire, le dynamisme du territoire, le fait de promouvoir son propre territoire, les agriculteurs voisins, etc. Et ça, c'est les mêmes recommandations qu'on fait sur ce poste-là, tout en favorisant bien sûr l'autonomie fourragère quand c'est possible. Voilà pour les leviers qu'on a esquissés pour l'aspect vraiment carbone. Si vous avez des remarques, des questions, je suis à votre écoute. Ça arrive. Oui. Oui, bonjour, Olivier Legal, ministère de l'Agriculture. Oui. Alors c'est vrai que on pourrait avoir tendance à opposer bovins et équins en disant les équins relarguent moins de
méthane que les bovins. Je pense qu'aussi il y a des complémentarités à chercher, dans le sens où en additionnant une ferme bovine séparée et une ferme équine séparée, enfin, je caricature, hein, ça émet plus que si on a une exploitation où il y a les deux en même temps, ou deux exploitations où il y a les deux en même temps. Voilà. Et par ailleurs, pour les équins, je ne sais pas, on n'a pas vraiment pris en compte peut-être la durée de vie de l'animal, où les animaux peuvent être stockés, je vais dire, enfin, c'est pas le bon terme, mais élevés pour avoir une vie de longue durée, ce qui est beaucoup moins le cas chez les bovins. Et c'est vrai qu'en termes de bien-être, c'est très bien. Après, si on prend d'autres critères économiques, ça peut se discuter, quoi. Enfin, tout à fait. Tout ça n'est pas, enfin, rien n'est très clair en fait. Oui, tout se recoupe. Ouais. Donc, oui, je vais rebondir sur la dernière remarque. On parlait des unités d'expression des émissions de gaz à effet de serre. Si on exprime tout par litre produit, alors il est d'autant plus intéressant d'avoir le moins d'animaux improductifs. Donc effectivement, le moins d'animaux qui ne produisent pas de lait, il faut qu'ils produisent du lait relativement régulièrement, voire voilà, ça rejoint ce que vous dites, il faut qu'il y ait le moins d'animaux improductifs. Et quand on essaye d'adapter cette méthodologie aux chevaux ou à la filière équine, on se demande vraiment du coup comment exprimer ces émissions-là à l'heure de leçon, je sais pas, à la nuitée. Enfin, il y a beaucoup de questions méthodologiques à se poser. Et je voulais rebondir, c'était sur les vaches. Oui. Effectivement, sur les bovins et les équins, l'intérêt de CAP2ER, c'est qu'il existe aussi chez les ruminants. Donc, ce qui est bien, parce que du coup, c'est le même cadre, et on peut voilà, les comparer, faire les ateliers et faire des simulations. Ça, c'est vraiment une force. Et ce qui me permet aussi de lier aussi aux travaux préliminaires de l'INRAE, qui va intégrer les équins dans ces outils d'analyse de cycle de vie qui, eux, vont s'intéresser au cycle de vie entier du cheval, au contraire de nous, où on s'intéresse à l'année, donc une exploitation agricole à l'année. Eux, ils vont vraiment prendre en compte de l'élevage à la valorisation à la fin de vie, et ensuite faire quelque chose de plus précis, à viser des chercheurs, etc. Donc vous pourriez suivre les résultats de ces travaux-là bientôt. L'INRAE va aussi prendre en compte plus de postes d'émission que nous, par exemple les bâtiments. Nous, on ne prend pas en compte les bâtiments ici, mais eux, ils vont estimer les impacts des bâtiments, des infrastructures, des matériaux, du matériel, de l'équipement, chose que nous n'avons pas fait dans cette étude. Donc ça se développe de plus en plus, c'est ce qui est encourageant pour la filière, selon moi. Une question ? Oui, sur un levier qui n'a pas forcément été évoqué là, mais moi qui me paraît vraiment important, c'est la formation en fait à la gestion du pâturage des professionnels. Pour le coup, nous, on le voit en formation, quand on forme des professionnels en fait, qui sont à 4 mois à l'herbe en pâturage et qui passent à 10 mois sur l'année, en termes d'autonomie fourragère et du coup de fourrage acheté, etc. Et on a en fait sur une grande part des exploitations équines quand même un gâchis entre guillemets de matière, d'herbe sur pied, etc., qui est énorme. Et on a aussi un travail à faire, je pense, sur le fait que les gens comprennent aussi que parfois l'herbe, par exemple, au-delà de la faucher et du coup d'utiliser de l'énergie pour aller faucher, faner, endéner, presser, etc. Bien souvent, en fait, on peut passer au moins sur une partie de pâturage, de foin sur pied, par exemple. Et ça, enfin, pour le coup, nous, on le voit en formation. Et quand on suit nos stagiaires et les gens chez qui on va faire des diagnostics, on a vraiment une augmentation très forte de l'autonomie fourragère qui, finalement, en fait, vient contrebalancer les points les plus problématiques, entre guillemets, dans ce que vous avez relevé. Donc, tout à fait. Voilà. Oui, c'est peut-être le plus évident que j'ai le plus oublié, je suis désolée. Ouais, mais non, soyez pas désolée. Non, c'est super intéressant, c'est juste que ça me paraissait pertinent de le voilà. Et moi, je vais rebondir dessus en disant qu'effectivement, la meilleure exploitation, la meilleure utilisation des surfaces est importante, puisque quand on regarde à long terme en prospective sur l'adaptation et les évolutions, on voit des signes qu'il peut y avoir des tensions sur les surfaces, c'est-à-dire est-ce qu'on réserve les surfaces agricoles pour produire de l'énergie, est-ce qu'on les réserve pour produire de l'alimentation alors que les adaptations et les impacts peuvent amener des baisses de rendement. Et alors, nul ne connaît l'avenir, mais il y a des signes qui montrent qu'il y a des tensions sur les surfaces et donc il y a une nécessité à mieux utiliser les surfaces et qu'elles soient plus productives tout en restant produites dans des conditions agroécologiques.
Oui, moi je peux témoigner dans la... Je vais vous passer la parole. Effectivement, ces tensions-là, elles existent. Si on peut mettre la diapo caricaturale de Wellington. Dans notre région, à côté de Deauville, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour venir installer des propriétés équestres et ils sont directement en concurrence avec les agriculteurs du coin pour récupérer les terres. Ça fait monter le prix des terres, etc. Et il y a un vrai questionnement par rapport à ça, et les agriculteurs se demandent si c'est bien pertinent de consacrer ces surfaces en herbe à des animaux de loisirs plutôt qu'à des cultures vivrières ou à des animaux d'élevage. Et je voudrais que vous regardiez bien cette photo-là, c'est à Wellington, c'est des carrières qui sont à côté les unes des autres, des sols complètement artificialisés. Et moi, j'ai bien le sentiment qu'en ce moment, du côté de chez moi, on s'oriente vers ce genre de choses. Alors, on n'en est pas là encore, hein, mais si je regarde par ma fenêtre aujourd'hui et ce que je voyais il y a 40 ans, des toits de manège, j'en vois 10 depuis la maison. Hein. Avant, j'en voyais pas. Donc les choses bougent malgré tout et je pense qu'il y a des réflexions à mener parce que chacun ait sa carrière, ça a un impact, c'est du sable qui est prélevé, c'est de l'arrosage. Arroser une carrière pour combien de temps d'utilisation, pour combien de mètres carrés utilisés réellement, combien de mètres carrés on arrose, pour combien de mètres utilisés réellement. Voilà, est-ce que dans l'architecture de notre profession, est-ce que il ne faut pas penser les choses autrement, avoir des centres d'entraînement, etc. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une réflexion à mener à ce sujet-là. Voilà, tout à fait, oui, oui. Votre remarque est extrêmement pertinente. Ces dernières années, on a vu les constructions s'étendre sur les terres agricoles, donc détruire du capital agricole. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics ont décidé de geler toute construction sur un terrain agricole. Et donc, d'ici 5 ans, ce sera terminé. Vous avez toutes les autorisations qui ont été mises en cours qui vont être respectées, mais après, ce sera terminé. On ne pourra plus construire quoi que ce soit sur une terre classée agricole. Donc, j'espère que ça va vous rassurer un petit peu, même si pendant 5 ans, il va falloir encore serrer les dents. Merci. Juste pour rebondir sur ce que vous dites sur l'interdiction, en fait, là on rejoint encore, je pense, un truc sur lequel il faut vraiment que dans la filière, mais globalement en fait, on agisse. C'est qu'en fait, même s'il y a une interdiction, on le voit déjà aujourd'hui avec les zones naturelles. En fait, vous avez des gens, que ce soit des particuliers ou des pros parfois, qui achètent des parcelles en zone naturelle, sur lesquelles en fait normalement ils sont censés être au courant qu'ils pourront rien construire. Et où, en fait, on voit très régulièrement. Moi, je suis appelée pour ça des fois où en fait c'est compliqué, mais oui, comment je peux contourner la législation du coup? Parce qu'en fait, bon, la biodiversité c'est bien, mais là j'ai pas d'abri pour mes chevaux. Et il y a une vraie dissonance cognitive là-dessus, en fait, on veut faire bien pour l'environnement, on veut protéger l'environnement, etc. Mais généralement, c'est tant que ça ne va pas trop déranger nos projets quand même. Et c'est très humain. Mais du coup, on a une vraie sensibilisation à faire là-dessus pour que justement ce genre d'interdiction soit comprise et respectée vraiment, en fait. S'il n'y a pas d'autres questions, Monsieur Fautier, je vais vous laisser présenter un peu les leviers que vous activez dans votre structure. Alors, à la maison, donc, comme on a été confronté à toutes ces problématiques de réchauffement, de période de sécheresse, en plus on est sur un site qui est un peu en amphithéâtre, qui est exposé plein sud. Donc dans les modifications de nos pratiques, on essaye de laisser un couvert végétal plus important l'été sur le versant sud. Comme on s'oriente vers du surpâturage parce qu'on est confronté à des chevaux qui sont des chevaux de loisirs et plutôt des chevaux et certains à la retraite et on est plutôt confronté à des problèmes de surpoids qu'à des problèmes de maigreur. Et donc pour limiter les problèmes de surpoids, on s'oriente vers du surpâturage dont il faut limiter les impacts. Et donc tout ça, il faut jongler avec tout ça et donc
pour compenser un peu la zone qui est destinée aux chevaux à tendance en bon point. Sur le versant sud, je laisse pousser l'herbe d'une manière plus importante jusqu'à l'été pour favoriser la biodiversité, parce que dans ces herbes-là, il y a des araignées, il y a des machins, il y a toutes les petites bestioles qui vont bien. Et puis, ça minimise aussi l'impact du réchauffement de cette terre-là, et ça maintient les coprophages, etc., à l'intérieur, les vers de terre et tout ça. Donc ça, c'est une chose. On a la chance d'avoir une carrière pour faire travailler les chevaux qu'on n'a pas besoin d'arroser. Elle nécessite juste l'été d'être bien entretenu pour que le sol se détériore pas. Mais avec l'activité qu'on a pour les chevaux qu'on a à la maison, parce qu'il y a une dizaine de chevaux qui sont montés et certains font de la compétition malgré tout. Et donc, en entretenant bien le sol, on n'a pas besoin d'arroser la carrière. On ne se pose jamais la question de savoir si on abîme les chevaux à les faire travailler sur ce sol-là. Donc ça, c'est un bon point. Pour ce qui est de la douche des chevaux à la maison, c'est un bac à eau sous la gouttière avec un arrosoir. Donc, je vous prie de croire que ça calme les gens, hein. Et la douche, s'ils veulent vraiment doucher les chevaux, la douche, elle est à 500 mètres. Et là, on s'aperçoit que la priorité, elle n'est plus la même et que l'économie d'eau, elle est consistante. Voilà, mais c'est extrême, hein, bien sûr. Mais il y a d'autres moyens plus soft. Mais voilà. Mais il faut faire prendre conscience aussi aux gens qu'il y a des sacrifices à faire. À la maison, c'est pareil. Je ne vais pas bétonner partout sous prétexte que les gens ne sont pas capables de mettre des bottes en caoutchouc. Je veux dire, on vient à la campagne, on vient monter à la cheval, etc. On met des bottes en caoutchouc s'il faut mettre des bottes en caoutchouc. On ne va pas se retrouver comme à Courchevel où on chauffe les trottoirs pour que les gens puissent se promener en mocassins réglants. Je veux dire, il faut faire attention à tout ça et on a les moyens de le faire et de le faire comprendre aux gens. Donc moi, je suis un peu dans cette façon de voir les choses. Et puis voilà, on est une activité de plein air, de loisirs et de nature, hein, et donc ça impose certaines choses. Voilà, on essaye dans les pratiques, on évoquait la fauche, le blanchiment des herbages avec le tracteur, etc. C'est pareil, hein. Avant, j'avais un peu une tendance à vouloir aseptiser un peu le milieu et à faire propre, etc. Maintenant, j'ai revu mes pratiques et je passe le broyeur beaucoup moins souvent, juste à des endroits bien précis, à des moments bien précis, parce que dans la chaîne de tous les processus de la biodiversité, on s'aperçoit que il y a des insectes qui viennent pondre à certains stades de végétation, du rumex, etc., qu'on considère comme une plante invasive et une mauvaise herbe, et que si on la coupe trop tôt, eh ben, on coupe cette chaîne-là, et donc voilà, je fais attention à aller au bout de certains cycles dans la mesure du possible. Après, c'est toujours des compromis à trouver qui ne sont pas toujours évidents, mais j'ai cette conscience-là et j'essaye d'en tenir compte dans mes pratiques et de trouver le meilleur compromis possible, parce qu'on a toujours des compromis à faire et à trouver. Dans le bien-être des chevaux aussi, c'est important, hein. Si on évoque le bien-être, on sait que maintenant l'hébergement en box unique, c'est quelque chose qui est à proscrire, qu'il faut s'orienter vers de l'hébergement collectif avec des liens sociaux, du déplacement libre. Et ça aussi, ça a un impact, parce que ça veut dire que ces chevaux-là vont mieux vivre, donc ils auront moins besoin de produits vétérinaires pour les soigner, ils seront moins accidentogènes, donc ils vont générer moins d'hospitalisation, etc. Et le problème, il est systémique du réchauffement climatique. Et donc, ça aussi, c'est une façon d'aller dans le bon sens. Voilà. Quel est le sol de votre carrière? Alors, c'est une carrière Normandie drainage qui est fibrée en partie. Donc, c'est pas les Toubins Clément avec le sable blanc là qu'on est obligé de détremper pour pouvoir les utiliser, hein. Mais malgré tout, généralement, ces carrières-là, elles ont tendance, les Normandie drainage telles que j'ai à la maison, certains les arrosent quand même beaucoup. Nous, c'est la pratique qu'on a de l'équitation à la maison qui permet d'utiliser cette carrière-là sans l'arroser. Si j'étais un centre équestre avec des reprises tous les jours, je pense que je serais obligé d'humidifier le sol pour pas qu'il se détériore. Voilà. Oui.
C'est pour l'enregistrement. Guy Domer parlait tout à l'heure dans son objectif numéro 2 par rapport au mondial du monde, sensibiliser les publics. Vous êtes amené, Pascal, à les sensibiliser. Ils viennent chez vous parce qu'ils savent qu'ils vont trouver ce qu'ils recherchent, ou ce sont des gens qui étaient dans des écuries traditionnelles et qui suivent votre démarche. Comment vous percevez la situation par rapport à... Alors, la clientèle de la maison, elle est à la maison depuis très longtemps. C'est des gens qui sont venus parce que le bouche à oreille les a amenés à la maison. Ils ont bien compris le sens de notre démarche. On est malgré tout dans une clientèle à fort pouvoir d'achat qui n'a pas nécessairement la conscience de la problématique. Ils sont capables de venir, toute la famille de Paris, avec chacun dans leur voiture. Dans leur réflexion, ça ne leur pose pas encore trop de problèmes. Mais malgré tout, ils sont confrontés à la maison à des réalités et j'essaye de leur faire comprendre que voilà, s'ils veulent doucher le cheval, il faut prendre des précautions. Nous, on est sur de l'eau de source, on n'est pas sur de... Et je leur dis bien que quand il n'y a plus d'eau dans la source, il n'y aura plus d'eau, quoi, hein, et que je n'ai pas envie de prendre l'eau du robinet, l'eau du circuit public pour arroser les chevaux. Et donc, oui, je pense qu'il y a une prise de conscience malgré tout. On va prendre une autre question sur cette intervention et ensuite on passera aux autres intervenants pour tenir dans le temps jusqu'à 18h. Il y avait une question en haut. Oui, en fait, c'était la même question que j'avais en fait. C'est comment sensibiliser la clientèle parce que c'est vrai qu'elle a un impact sur les choix des exploitants et du coup, même au niveau de l'enseignement, je pense que ça peut être aussi intéressant de passer des messages. C'est important de sensibiliser les jeunes. Effectivement, moi j'ai toujours considéré qu'en tant que professionnel, on avait un devoir d'avoir un discours pédagogique et que ce soit pour ce que c'est qu'un cheval, apprendre aux clients ce que c'est qu'un cheval, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas que c'est un herbivore déjà, hein, donc il y a du chemin à faire. En tenant un discours pédagogue, on gagne en crédibilité et je pense que moi j'ai un discours pédagogue aussi sur non seulement le bien-être du cheval et son fonctionnement et le mode de vie le plus adapté pour lui, etc. Mais j'ai un discours pédagogue aussi sur ce que c'est que la nature et comment ça fonctionne et quelles sont les interactions qui sont liées les unes aux autres. Merci. Monsieur Brochery, peut-être on va passer sur les adaptations, les leviers sur la physiologie du cheval ou l'entraînement, le travail du cheval. Sans transition, alors je vais reprendre sur les questions qui ont clôturé en fait ma présentation. Effectivement, on peut s'adapter, mais c'est sur du long terme. Tout ce qui est génétique, c'est forcément sur plusieurs générations, donc on sera tous morts, nous. On ne sera pas en mesure de pouvoir répondre à la chaleur. Et comme je l'ai dit, dès lors que vous êtes hyperthermique, vous mourrez aussi très très vite. En 30 minutes, on meurt d'un coup de chaleur. Et c'est pareil pour le cheval. Du coup, je vous ai parlé d'acclimatation. Et heureusement, on a plusieurs leviers sur lesquels on peut jouer. Et l'acclimatation en fait partie. Donc une anecdote, les Jeux de Tokyo, la préparation, on a pu intervenir à l'INSEP avec les cavaliers sur une séance pour leur faire prendre conscience des conditions dans lesquelles ils allaient être exposés. Et moi, j'ai posé la question, et les chevaux? Les chevaux, en fait, ils sont partis à Tokyo, au Japon, et ils s'adapteront comme ils pourront. Voilà. Donc il faut savoir qu'à Tokyo, les box étaient climatisés. Du coup, les temps d'exposition étaient courts. Je ne sais pas s'ils se sont très très bien acclimatés en fait, aux conditions de compétition. Donc je reviens sur l'acclimatation, ça peut se faire et c'est relativement simple. En fait, il suffit de s'exposer chez l'humain et chez le cheval, c'est la même chose. En faisant une revue littéraire, on voit quand même qu'il y a quand même plusieurs publications qui montrent que les phénomènes d'acclimatation sont les mêmes chez le cheval et chez l'humain. Et il suffit de s'acclimater et de s'exposer 1 heure par jour à 1 heure et demie par jour, donc une séance par jour. Conditions chaudes, 35 degrés, avec ou sans humidité. Si vous rajoutez de l'humidité, vous rajoutez du stress, bien évidemment. Et ce, pendant 14 jours. 2 semaines d'acclimatation vous permettent d'avoir un certain nombre de paramètres physiologiques qui vont être améliorés. Donc là, c'est la sudation, vous l'avez vu sur les images tout à l'heure. Vous allez transpirer plus.
vous allez perdre moins d'électrolytes. Donc ces électrolytes, le cheval va les conserver et va participer au bon fonctionnement cellulaire. Donc tout ça permet donc d'améliorer la réponse, et contrairement à d'autres stress physiologiques, la réponse en conditions chaudes va être améliorée au point qu'on peut, en tout cas chez l'humain, performer de la même façon qu'en conditions tempérées. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en conditions chaudes, vous allez transpirer plus, donc il va falloir s'hydrater plus. C'est le paradoxe, malheureusement. Mais on peut y parvenir. Donc ça, chez le cheval, c'est une autre problématique. Mais c'est des questionnements qu'on a, nous, chez l'humain, sur adapter nos pratiques, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, en rajoutant des temps de pause. Vous l'avez vu sur certaines compétitions à la télé, les Coupes du Monde de football, maintenant, quand il fait très chaud, l'arbitre peut décider de pauses supplémentaires pour réhydrater les joueurs. Peut-être que c'est, je ne sais pas si ce sera réalisable en équitation, mais c'est des choses qu'il faudra envisager. Et le dernier point, il y a des stratégies de cooling, donc de refroidissement, qui peuvent être envisagées aussi. Donc on voit chez les athlètes, nous, des cryo-vestes. Je pense que c'est matériel. Il existe aussi chez les chevaux. Donc vous pouvez aussi avoir plusieurs possibilités pour réduire la température avant une exposition en conditions chaudes. Donc chez l'humain, on fait prioritairement et principalement des immersions en eau froide, mais vous avez différents procédés qui peuvent être, à mon avis, transposés chez le cheval. Ensuite, voilà sur ce point. Et l'autre point, pour revenir sur ce qui a été mentionné, est-ce qu'on doit changer nos pratiques, je vais reprendre les Jeux Olympiques. Est-ce que vous savez quand ont eu lieu les précédents Jeux Olympiques qui avaient été organisés en 1964 à Tokyo? Oui. Pas en 64, mais quelle époque? Pardon, dans l'année, oui. Bonne réponse, 64. Quelle période? Quel mois? Pour être plus précis. Non. Non, pas du tout. Donc, en 64, ça a eu lieu en octobre. Pour quelle raison? Parce qu'il faisait déjà trop chaud l'été. Et on se rend compte que malheureusement, on est guidé, vous l'avez mentionné, sur le fait qu'il faut changer les pratiques des pratiquants ou des utilisateurs, mais aussi de nos politiques, parce que malheureusement, on est guidé, et dans le cadre des Jeux Olympiques, on est guidé par les sponsors. Et il faut savoir que dans le cadre des Jeux Olympiques, les plus gros sponsors étant américains, on ne change pas les dates des Jeux Olympiques à l'heure actuelle, parce que c'est la pause du sport américain. Donc, ils peuvent retransmettre toutes les épreuves des Jeux Olympiques. Le reste de l'année, ça ne les intéresse pas du tout. Ils ont tous les sports américains qui seront diffusés. Donc c'est un point important. Mais malgré tout, la démarche est entreprise maintenant. On le voit pour la dernière Coupe du Monde au Qatar. C'était prévu l'été. Finalement, ça a eu lieu. La date a été changée, novembre-décembre. Donc voilà, la réflexion est enclenchée. Et les Jeux Olympiques, c'est le questionnement. Est-ce que nous devrions continuer à organiser des jeux d'été, en été, effectivement. Et surtout, on a aussi des études qui montrent qu'il y a, comme un peu à l'instar des stations d'hiver, de moins en moins de villes qui seront capables d'accueillir et d'organiser les Jeux Olympiques d'été. Donc c'est toute une problématique. Et pour finir, parce qu'on va faire vite, sinon on va dépasser les temps, des pratiques sont engagées justement, donc je pense que ce sera évoqué par Nicolas, mais d'éco-responsabilité, de gestion des déchets, on le voit sur les marathons, sur les ultra-trails, de réflexion aussi sur des organisations très locales pour éviter justement le déplacement des athlètes. On a des athlètes maintenant qui refusent de prendre l'avion aussi, donc il y a quand même une démarche qui est vraiment engagée, et on voit aussi des activités qui se développent en cherchant un peu pour préparer cette journée. On voit des activités de plugging, je ne sais pas si vous connaissez cette activité-là. En fait, il suffit juste maintenant d'aller faire son footing avec un sac et récupérer tous les déchets qu'on voit. Voilà. Donc tout ça, ce sont des actions qui permettent peut-être de changer les pratiques. Et puis en tout dernier lieu, on voit aussi... Alors c'est des choses et des problématiques qui peuvent être connues aussi avec l'utilisation des box justement pour thermoréguler les chevaux. On a de plus en plus de salles en France qui deviennent obsolètes, donc qui ne permettent pas de
pratiquer un sport dans les meilleures conditions. Et les pratiques vont changer également. Donc on a maintenant aussi ce qu'on appelle de l'éco-fitness, qui permettent de ne plus utiliser de générateurs électriques et dont l'électricité va plutôt être produite par les ergocycles ou les tapis roulants pour faire fonctionner les salles. Voilà, tout un tas de réflexions qui sont lancées. Merci. Voilà. Donc pour laisser à nos deux intervenants qui restent un peu de temps, je vais prendre 2 questions simplement, vous poser des questions courtes et on essaiera de faire des réponses courtes. S'il n'y a pas de questions... Je veux rajouter juste quelque chose à ce qu'il disait à propos des gens... Désolée, je vais faire un tout petit peu de pub pour les webconf de l'IFCE. Et donc, pour savoir ce qu'il faut faire en cas de coup de chaleur chez les chevaux, venez dans une semaine, je ferai la webconf sur les coups de chaleur chez les chevaux. Voilà. Si on reste sur les coups de pub, il y avait 2 liens sur les, oui, les slides avec des fiches pratiques, justement. Dont j'en ai rédigé une, j'avoue. Donc, oui, juste une petite chose, c'est que pour faire suite à ce qu'il vient de dire, c'est que effectivement à une époque le cheval était une source d'énergie et on le faisait marcher sur un tapis pour faire tourner une moissonneuse-batteuse, et maintenant on utilise de l'électricité pour faire marcher le cheval. Donc on a peut-être des questions à se poser et peut-être qu'il y a moyen de réutiliser le cheval comme source d'énergie pour herser les carrières, pour produire de l'énergie. Didier, le Mondial du Lion, les leviers actionnés. Si je vous propose une liste des actions que nous menons depuis 4 ou 5 ans, ça peut nous amener jusqu'à l'heure du dîner. Donc on va essayer de faire plus court et je vais prendre un exemple d'action que nous menons depuis le début et qui correspond à 2 de nos objectifs qui sont réduction de l'impact environnemental et sensibilisation de nos publics. Et je veux parler du sujet poétique de la réduction et de la valorisation des déchets. Alors, pour aborder ce sujet, donc on partait d'un point zéro qui était 12 tonnes de déchets non valorisés. Pour aborder ce sujet en confiance, on s'est dit c'est cool, on va disposer sur le terrain des bacs les fameux bacs de tri, les bacs jaunes, verts, marrons. Et puis ça va être bien, on les vide, on les valorise et tout. Donc première année, on fait ça. Alors on a une petite difficulté, on est sur un concours complet, et donc il n'y a pas qu'un mono endroit. Le cross se court sur 6000 mètres et donc le public se tape, un certain nombre de publics se tapent les 6000 mètres et donc il y a un certain espace qui est fréquenté par de nombreuses personnes. Donc voilà. Bon, néanmoins, on se dit challenge, facile. On dispose sur le terrain, aux endroits qui vont bien, des bacs de tri et notre affaire sera vraisemblablement réglée. Alors, première année, que nenni. On a foutu tous les bacs à la poubelle, c'est-à-dire la poubelle générale, vous m'avez compris. Bon, la deuxième année, on s'est dit, non, on s'est fait avoir, on va jouer malin. On a accompagné les bacs de tri de panneaux gros comme l'écran derrière. Alors j'exagère un peu, mais c'était quand même des pancartes. Dans le jaune, vous mettez ça. Dans le vert, vous mettez ça. Dans le marron, vous mettez ça. Même résultat que l'année précédente. On a quasiment fichu tout dans la même poubelle, puisque donc on ne pouvait pas valoriser les déchets. Bon, donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et le quelque chose qu'on a mis en place et qui maintenant marche, mais qui est un peu lourd, c'est qu'en fait, au lieu de distribuer des bacs de tri tous azimuts sur le terrain, nous avons constitué des pôles de poubelles. Donc au lieu d'avoir, 15 emplacements, nous avons réduit à 6 ou 7. Et nous avons, sur ces zones de déchets, nous avons mis en place ce qu'on appelle gentiment des ambassadeurs. Alors, ce ne sont pas dans notre esprit, ce sont des flics, parce qu'il s'agit d'expliquer gentiment aux gens comment il faut se comporter dans cette zone. Bon, donc nos ambassadeurs s'assurent que le tri est respecté, et pour les gens qui se trompent, leur demande d'aller récupérer leurs trucs, etc. Et donc maintenant, sur ce sujet-là, nous sommes arrivés à un résultat relativement satisfaisant, puisque nous sommes passés de 12 tonnes de déchets à 6 tonnes, qu'en 2021, nous avons pu valoriser 27%
des déchets, et en 2023, on en a valorisé 56%. Donc on a doublé quand même la quantité de déchets valorisés. Et nous avons mis en place une autre disposition concernant les déchets organiques. Nous payons tout simplement un prestataire qui se charge de récupérer tous les déchets organiques et qui les valorise. Donc voilà un exemple d'action. Maintenant, si j'ai l'occasion de reparler, je le dirai ou je le dis maintenant. Non. Alors oui, maintenant on a quand même des récalcitrants, parce que là je vous ai raconté une histoire qui est plutôt flatteuse, mais nous avons des récalcitrants. Nous avons notamment l'endroit où se trouvent les cavaliers et leur suite. C'est à environ 300 personnes qui fréquentent ces lieux, hein, ces cavaliers, les grooms, papa, maman, la grand-mère, enfin bon, etc. Et là, jusqu'à maintenant, sur cette population-là, on n'a fait que mettre des containers, etc. Et on a une situation complètement affreuse, zéro respect des consignes. Donc cette année, Action 2024, nous mettons de la police dans l'enceinte des écuries pour faire en sorte que nous puissions enfin récupérer des containers jouables. Maintenant, pour finir, donc ça c'est ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, entre autres, et que nous allons poursuivre. Et là, on pense qu'on va réussir à améliorer la situation. Maintenant, en termes d'évolution, nous pensons que nous ne sommes pas très très bons, ou du moins que nous pouvons nous améliorer sur la question de la consommation d'énergie, et en particulier d'électricité. En ce moment, la manifestation on est obligé d'utiliser des groupes électrogènes puissants de façon complémentaire à ce que nous permet l'alimentation des installations que nous utilisons. Nous ne prévoyons pas de mettre en place des équipements de production d'énergie renouvelable pour différentes raisons, notamment parce que nous utilisons les installations 4 jours par an et que donc on ne se voit pas investir dans des équipements spécialisés. Mais nous prévoyons donc d'améliorer grandement la situation dans ce domaine en faisant un audit de nos consommations et en voyant si on ne peut pas prélever plus de l'électricité dans le cadre d'abonnements d'énergie verte notamment, et aussi diminuer l'impact sur les groupes électrogènes en diminuant le nombre de groupes, en faisant en sorte que nous ayons des appareils qui soient moins largement consommateurs que ceux que nous avons utilisés jusqu'à maintenant. Donc voilà grosso modo le type de voies dans lesquelles nous nous engageons pour essayer d'améliorer encore la situation. Merci. 2 questions dans la salle? Ou Didier, oui. Oui, il y avait aussi une démarche à un moment donné, je crois, sur le transport des personnes, puisqu'il y a une partie déplacement qui est très importante. Vous avez mis des choses en œuvre, je crois. Ah oui, tu es très perspicace. Effectivement, tout à l'heure, on a évoqué les fameuses 2000 tonnes de gaz à effet de serre provoquées par les déplacements, et j'en dis pas un mot. Alors, j'en dis pas un mot parce que je savais que tu allais poser la question. Alors, d'abord, peut-être pour commencer, il me semble utile de préciser que nous avons considéré que sur les déplacements, nous avons une maîtrise assez superficielle des actions que nous pourrions mener. C'est-à-dire qu'on peut difficilement prendre la main des gens pour qu'ils aient des pratiques qui soient plus sympathiques. Alors, nous avons quelques actions qui sont mises en marche. Nous proposons du covoiturage, sont mis en place des navettes de bus pour venir de la gare d'Angers qui est à 20 km. Nous mettons en place des navettes diverses et variées. Nous avons de quoi garer des vélos. Enfin bon, mais néanmoins, malgré ces incitations, nous pensons que nous avons une efficacité limitée. Alors quant aux cavaliers aussi, on pense au covoiturage. On a des cavaliers qui viennent de l'Europe entière. Alors, il y a des cavaliers australiens et néo-zélandais aussi. Bon, ils viennent
ni en camion ni en avion, sont des gens qui sont stationnés dans des écuries en Europe, donc qui viennent de différents pays européens. Mais le co-camionnage pour les concurrents, c'est une idée qu'on a complètement abandonnée, tout simplement parce que le camion de chevaux est l'appartement du cavalier ou du groom, et les cavaliers viennent avec un ou deux chevaux d'endroits qui sont largement pas à côté d'un autre, etc. Donc le co-camionnage, nous incitons les concurrents à le pratiquer, mais jusqu'à maintenant, ça a été sans aucun effet. Donc voilà, en résumé, ce que je voulais dire, que c'est certes, sur notre événement, l'impact des déplacements est le plus important et agressif pour l'environnement, mais les moyens d'action que nous avons sur ce sujet-là paraissent relativement faibles. Merci. Donc, alors, très courte question. Oui, très courte. J'avais juste une petite question sur la consommation d'eau. Est-ce que c'est un axe sur lequel vous voulez travailler ou c'est pas vraiment pas pour l'instant prioritaire? Alors, la consommation d'eau, c'est un sujet qui nous préoccupe évidemment. Nous avons la chance de disposer d'infrastructures équestres plutôt de bon niveau. Les carrières et paddocks que nous utilisons ont été récemment aménagés en sub-irrigation. Il peut nous arriver d'avoir à arroser la piste de cross ou certains endroits de la piste de cross, mais nous avons la chance d'avoir deux rivières qui jouxtent les terrains et donc l'eau est prélevée dans les rivières. Alors c'est pas la fête quand on est en 2023 et 2022 parce que on pompe pas de l'eau aussi facilement que ça dans les rivières, mais disons que par rapport à l'eau, nous avons une situation qui est plutôt privilégiée. Néanmoins, c'est un sujet, c'est bien évidemment un sujet important et nous essayons de réduire, comme nous le pouvons, les consommations d'eau. Donc après, c'est une micro-remarque, si possible, Hubert. Je propose microscopique, promis, juré. Par rapport à la notion de co-camionnage, elle est très intéressante d'un point de vue de développement durable, je suis d'accord avec vous, mais d'un point de vue biosécurité, je reste vétérinaire, on ne peut pas mélanger deux microbismes différents, deux chevaux qui viennent de deux écuries différentes sous risque de se retrouver avec d'autres pathologies. Ça serait mieux d'éviter un nouveau cas de rhinopneumonie et d'autres. Oui, bien sûr, mais le frein, avant le sanitaire, les freins, ils sont pratico-pratiques. Hein. D'accord. Alors, après ce rapide, ce panorama détaillé des leviers actionnés dans la filière cheval, je passe la parole à Nicolas Coulmy qui va nous présenter les leviers dans un autre secteur. On va aller en montagne. Alors bon, il y a des leviers qui concernent directement les stations de ski, vous l'avez compris, hein, qu'on n'est pas directement liés, nous, Fédération de ski, avec les stations de ski, mais on évoquait quand même quelques-uns de ces leviers-là qui ont été mis d'ailleurs dans le fameux rapport de la Cour des comptes. C'est de dire qu'une station de ski devrait peut-être se transformer en station de montagne plutôt, progressivement. Donc on est dans une phase de transition, ça veut dire, ça sous-entend des activités beaucoup plus variées que le ski lui-même. Alors qu'on parle de ski, hein, il y a plusieurs types de ski, c'est ça qui va être intéressant de dire. Hein. On parle beaucoup de ski alpin, là, qui est comme l'activité reine, en fait, l'activité économique, en tout cas. Il y a quelques exemples qui sont intéressants, notamment en Autriche. Un exemple ne veut pas dire que c'est une solution, mais c'est quand même inspirant. C'est une station en Autriche qui a fermé parce que d'un point de vue économique, elle était moyenne montagne et plus assez rentable. Elle a fermé, les hôteliers se sont inquiétés de ne plus avoir eux-mêmes de clients derrière. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est un peu ce qu'on a vu, nous, en période Covid. C'est que les gens sont venus faire du ski de randonnée. En fait. Donc les remontées mécaniques étaient fermées, en fait, mais les gens sont venus faire du ski de randonnée. Et du coup, les hôteliers ont été rassurés. Donc ça veut dire que des solutions comme ça, elles n'avaient pas été envisagées au départ. De fait, on s'est retrouvé avec quelque chose qui finalement ne marche pas si mal. Donc voilà, il y a quand même une orientation, mais ça va se faire de manière forcément relativement longue, parce que l'économie, je l'ai dit, un
1,6 milliard d'économies seulement des domaines skiables. Hein. Je ne parle pas de l'économie générale des stations avec les commerçants, etc. Juste le domaine skiable, c'est 1,6 milliard en France. L'évaluation, c'est 120 000 emplois. Je pense que c'est un peu surestimé ça, mais il y a quand même derrière des enjeux comme ça qu'on ne peut pas d'un coup tout fermer. Donc il s'agit par contre de faire une transition. Et ce qui est vrai pour les stations de ski, c'est-à-dire de transformer les stations de ski en stations de montagne, est-ce que ce n'est pas aussi la question pour une fédération comme la nôtre? C'est-à-dire c'est une fédération de ski, mais qui doit petit à petit devenir une fédération un peu plus de montagne, avec une activité plus 4 saisons. Alors on est déjà, on a quelques leviers qu'on utilise, comme pour toutes les fédérations. On a un plan de développement qui s'appelle le projet sportif fédéral et qui nous permet de financer via l'Agence nationale du sport des actions qu'on a ciblées. Eh bien, évidemment, une des premières actions, et ça a été évoqué déjà plusieurs fois, c'est évidemment le transport. Alors le transport, c'est pas le transport dans les remontées mécaniques. Les remontées mécaniques, ça fonctionne à l'électricité, en fait. Hein. Donc le coût carbone de la station elle-même, il n'est pas si important que ça, en fait. Hein. Alors, c'est 2%. C'est 2% de l'activité générale du ski. C'est plutôt les dameuses qui ont un coût carbone, mais la station fonctionne, les remontées mécaniques fonctionnent à l'électricité. En France, l'électricité n'est pas hyper carbonée par rapport à d'autres pays, donc c'est pas ça le pire. L'eau, il y a une question sur l'eau, sur les lacs collinaires. Bon, ça, en effet, il faut, je le mets de côté. C'est 20 millions de mètres cubes en France, les stations de ski, c'est-à-dire c'est la moitié des piscines privées en France. Hein, pour donner un ordre d'idée de la consommation d'eau des stations de ski en France. Donc, être honnête, c'est aussi dire qu'il y a aussi parfois un peu de fantasme aussi sur certaines choses. Donc le transport, c'est par contre le transport des pratiquants, et ça coûte énormément, en effet. C'est 60% du coût carbone en fait des activités. Et je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas que le coût carbone dans tout ça, hein, parce que quand on parle des retenues collinaires d'eau, il faut aussi parler de la biodiversité. Le fait que la neige, avec les canons à neige, reste plus longtemps, il faut aussi parler de la biodiversité qui pose question aussi. Donc voilà. Donc concernant la fédération, pour ses licenciés, le transport, ça évidemment passe par une optimisation des transports des licenciés, c'est-à-dire alors on finance déjà du covoiturage pour que les clubs puissent se déplacer. Il y a une station comme le club de Chamonix, hein, qui est plutôt un gros club de ski. Et bien maintenant, alors pour ceux qui connaissent la vallée de Chamonix, elle est quand même assez longue, mais donc les enfants peuvent se déplacer sur plusieurs sites. Ils se déplacent en train maintenant. Ils ne se déplacent plus en bus ou avec les parents en voiture. Donc ça participe. Hein, c'est une participation seulement. Et puis la multi-activité, la multi-glisse, avant de parler de multi-activité, la multi-glisse, c'est-à-dire, ok, il y a encore de la neige, et bien d'amener nos pratiquants à pas être dans la mono-activité, c'est-à-dire à faire que du ski alpin. C'est important qu'ils puissent faire du ski nordique. Parce que le ski nordique, le ski de fond, il faut beaucoup moins de neige en fait pour pratiquer. Donc ça permettra de s'adapter beaucoup mieux finalement aux conditions qui arriveront. C'est un peu ce qu'on a vu cet hiver, si on fait le parallèle avec les stations. Pas de neige pendant l'hiver, beaucoup de neige en fin d'hiver. Certaines stations n'ont pas ouvert l'hiver, ils n'ont ouvert qu'à la fin. C'est-à-dire d'être plus flexible, ça va être aussi un bout de la solution. Ski est local, c'est-à-dire essayer de moins se déplacer. Alors pour certains c'est plus facile que pour d'autres, mais ceux qui sont en situation, en région de montagne, c'est quand même plus facile de skier local évidemment. Et puis ceux qui sont loin, c'est de se déplacer moins souvent. En tout cas, c'est ça, c'est-à-dire de regrouper les temps de pratique et en plus en mutualisant. C'est déjà ce qui commence à se faire malgré tout. Donc avec des changements de paradigme dans la manière d'organiser un club de ski, par exemple en Bretagne, hein, ou même dans les Vosges. Là, on a des clubs vosgiens. Alors dans les Vosges, ça a été très compliqué la saison d'hiver cette année. Ils commencent à se dire qu'ils vont plus tellement pratiquer dans les Vosges, dans leur propre massif. Ils vont pratiquer dans d'autres massifs, mais du coup, ils vont se déplacer dans d'autres massifs, certes. Donc ça sera des transports plus importants, mais moins souvent. Donc ça sera des stages plus conséquent, voilà. Donc c'est une autre organisation. La diversification des pratiques est vraiment très importante, je pense, dans notre objectif.
à plus ou moins long terme. Si on parle de compétition, eh bien Franck l'a évoqué, mais le circuit mondial de compétition, il y a des choses assez extraordinaires qui se passent. C'est que par exemple en ski alpin, les athlètes se déplacent 2 fois sur le continent américain dans la saison. Il est tout à fait possible de regrouper davantage les courses. C'est tout à fait envisageable ça. Et de déplacer les courses dans l'année, parce qu'on s'aperçoit que la neige est moins là en début de saison, elle est là plutôt en fin de saison. Eh bien, ça veut dire peut-être qu'il faut faire glisser un peu les calendriers aussi de courses pour s'adapter, tout simplement, au lieu de vouloir compenser avec du transport de neige par camion, par hélicoptère, ce qui est encore pire, ou en création de neige, quoi. Alors, il y a aussi tout ce qui est structure artificielle. Peut-être que vous avez pensé à ça. Le ski à roulettes, le ski sur des surfaces type plastique, etc. On voit apparaître des tapis roulants, hein, pour faire du ski aussi en ville. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est ce que j'appelle des succès d'année, hein, de ski. Ça peut faire partie, en effet, d'un bout de la solution, puisque c'est une manière de varier aussi. Les équipes de France s'entraînent un peu plus sur des tapis roulants. Je parle aussi de ski alpin. Sur des tapis roulants, alors ça ne remplace pas complètement le ski, mais c'est vrai, même d'un point de vue de l'entraînement, c'est intéressant parce que ça varie quand même les situations de pratique. Et puis juste pour finir, c'est la reconnexion à l'environnement, c'est-à-dire, et là ça passe par de l'information, de la sensibilisation. Parce que souvent les gens viennent consommer du ski en fait, hein, et en fait peut-être avoir des actions de reconnexion un peu avec l'environnement, eh bien peut-être que ça sera aussi quelque chose qui pourra avoir un effet peut-être à plus long terme, et tout ça passe par de l'humilité, quoi. Voilà. Merci. Alors je suis rappelé à l'ordre pour la visite qui doit commencer, donc on va conclure cette table ronde. En 30 secondes, je vais essayer de fournir une conclusion. Donc la filière, les sports équestres ont un impact. Si on dit 2 tonnes par cheval, 1 million de chevaux, ça fait 2 millions de tonnes, une estimation à la grosse louche. Par contre, il y a des actions qui peuvent être mises en place, de nombreux leviers, autour d'une approche globale, d'une approche systémique. C'est-à-dire que c'est pas une liste, on n'a pas des solutions toutes faites à vous proposer. On doit analyser les cas au cas par cas dans chaque structure, chaque exploitation. Et il faut aller vers la diversification et explorer et essayer des solutions qui parfois ne fonctionnent pas pour passer à d'autres. Voilà, j'essaie de conclure très rapidement et je remercie nos intervenants de leur participation et au public et de nombreuses questions que nous avons eues.